Bonsoir. Nous sommes exactement le samedi 6 mars 2021 et il est exactement l'heure de commencer notre émission Innovant. Innovant, aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Gaino, qui est notre politologue et qui, avec nous, anime nos émissions et commande l'actualité. Il nous apporte son savoir et sa science et son savoir en politique. Nous aurons aussi aujourd'hui Monsieur Mawel, comme d'habitude. Monsieur Mawel est toujours fidèle au poste avec nous pour commander l'actualité en tant que coordonnateur de l'UPADS Europe et Amérique. Nous n'aurons pas malheureusement M. Ndion qui est empêché pour des raisons personnelles et nous espérons le retrouver la semaine prochaine comme toujours. Il a toujours été là avec M. Mawel pour commenter l'actualité et nous dire ce que le PCT fait et va faire ou devrait faire après les élections. Alors sans plus tarder, je vais vous passer un petit instant la chanson de Franklin Bokaka qui s'appelle Les Brazzavillois et nous allons aussitôt après appeler nos deux interlocuteurs qui sont M. Gaino et M. Mawel pour commencer notre émission Innovant qui est une émission hebdomadaire sur la radio Bakami. Vous êtes en compagnie de M. Caius Ebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakami. Nous sommes là pour vous et pour les auditeurs, pour toujours vous rester non seulement fidèles, mais pour vous garder éveillés et pour vous garder toujours au courant de ce qui se passe dans le monde. Les Brazzavillois sont vraiment formidables, trempés dans leur pagne aux couleurs vacancielles. Jolies Brazzavilloises qui séduisent tant de touristes. Laissez-moi analyser et vous chanter mes compliments. Fétiche. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure de très grand fétiche. Aux Brazzavilloises, vous avez de la chance. Aux Brazzavilloises, oh, vous avez de la chance. Pata mon gali bakongo weze, vous avez de la chance. Ciao. Alors nous allons donc commencer notre émission Innovant et nous allons parler actualité. Comme nous disons, l'actualité aujourd'hui elle est riche de sujets et au fur et à mesure nous allons passer avec vous aujourd'hui 1 heure et vous découvrirez les sujets. Pour ceux qui sont abonnés, qui sont avec nous, nous leur avons envoyé exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous parlerons aujourd'hui du PCT où nous avons vu sur internet des images de certains militants du PCT qui ont commencé déjà à parler politique. Sans plus tarder, M. Gaino est le premier à nous appeler. Nous allons donc tout de suite répondre et prendre M. Gaino. Allô, M. Gaino, bonsoir. Allô? 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 Bonsoir, M. Gaino. Allô? Oui, bonsoir, M. Gaino. Allô? 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 Oui, M. Gaino, vous m'entendez? Bon, je vais le Allô? rappeler parce que ça, on ne s'entend pas bien, donc je vais le rappeler. Je vais tout de suite d'abord appeler M. Mawel pour voir. Nous avons M. Mawel, nous appelons M. Mawel et nous appellerons M. Gaino aussitôt après. Monsieur Mawel, bonsoir. Monsieur Belébé, bonjour. Bonjour, vous m'entendez, hein?
à peu près. Allô? Oui, vous m'entendez, monsieur Mawel? Allô, monsieur Belébé? Oui, monsieur Mawel, est-ce que vous m'entendez? Je ne l'entends pas. Alors, un petit problème technique. Monsieur Mawel, est-ce que vous m'entendez? Parce que je vous entends très bien. Allô? Oui. Bon, un problème de technologie, nous allons essayer de rappeler monsieur Mawel et monsieur Gaïno, parce qu'on a un petit problème de connexion. Nous allons essayer de relancer et puis de rappeler nos deux interlocuteurs pour voir pourquoi ils ne nous entendent pas. Donc, je vais essayer de rappeler monsieur Gaïno. Alors, ça passe très bien pour nous, mais eux ne nous entendent pas. Monsieur Gaïno, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. D'accord, je vais essayer d'appeler monsieur Mawel pour qu'on puisse commencer notre émission. Parce que tout à l'heure, je vous entendais, mais vous m'entendez D'accord. pas. Ouais. D'accord, j'appelle monsieur Gaïno, monsieur Mawel plutôt. Puis on pourra commencer. Monsieur Mawel, vous m'entendez? Allô? Là, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno est en ligne, il vous entend et nous vous serons trois aujourd'hui. Oui. Alors, il y a monsieur Gaïno, il y a monsieur Mawel, puis il y a monsieur Kayus qui sera l'animateur. Nous allons commenter l'actualité africaine et l'actualité congolaise, mais on va commencer par ce qui est plus douloureux et ce qui attire le plus notre attention aujourd'hui par rapport à l'actualité africaine, c'est le Sénégal, où aujourd'hui, depuis 3-4 jours, il y a des manifestations. Est-ce que vous suivez l'actualité sénégalaise et qu'est-ce que vous en pensez? C'est monsieur Gaïno. Bonjour, monsieur Gaïno. Bonjour. Oui, alors, bien sûr que l'actualité africaine, d'où qu'elle soit, il faut la suivre. Et moi, je la suis. Oui. Hein? Oui. Aujourd'hui, on en est où? On en est au fait que les atermoiements du pouvoir de M. Macky Sall nous amènent aux violences auxquelles nous assistons. Oui. Pourquoi il a fallu mettre M. Sonko au NIOF? Pourquoi est-ce que maintenant on lui cherche encore des poux? Il est tout à fait que le peuple au nom duquel parle M. Sonko, il est tout à fait normal que le peuple puisse réagir. Et si vous avez vu les images, M. Macky Sall a envoyé bon, moi j'appelle ça des chars anti-émeutes, hein, en fait, Oui. ce type de véhicules-là. Hein. Il a envoyé des véhicules anti-émeutes, et un, particulièrement qu'on a vu dans une des images, a dû fuir. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Et ils essayent de mettre à genoux le peuple qui est dans la rue. Mais soyons sérieux. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Le peuple sénégalais a totalement raison selon les critères qui sont les miens. Là, je parle en mon nom personnel, certes. Oui, mais il a été arrêté parce qu'on dit qu'il y a une accusation de viol contre lui, hein? Est-ce que vous en avez la preuve? Est-ce qu'on en a vu la preuve? Mais apparemment, il y a une plainte qui est portée contre lui, donc c'est peut-être pour ça que les autorités sénégalaises l'ont arrêté. Parce qu'il y a une plainte, apparemment. Je ne crois pas. On est à toutes les oppositions en Afrique. Face à toutes les oppositions, on se retrouve toujours devant ce genre de problème. Vous savez, au Niger, il y a quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en prison, alors même qu'il était président de l'Assemblée nationale, et
On n'a pas trouvé mieux que de l'accuser d'avoir acheté un bébé au Nigeria. On n'a pas trouvé mieux. Aujourd'hui, au Sénégal, ce qu'on a trouvé, c'est le viol. Moi, je voudrais que ces choses-là soient prouvées. Mais la présomption d'innocence, nous en parlons comme ça, elle n'existe que théoriquement. Il y a un tribunal qui statue et qui nous dise que ce monsieur est coupable d'avoir fait. Il n'y a aucun tribunal qui s'est prononcé. Le seul tribunal qui s'est prononcé, c'est le pouvoir qui prend comme ça la décision d'aller enfermer quelqu'un sans chercher à savoir si on est capable de démontrer que rien ne s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qu'on pense de ce Gaïno, mais je crois que nous sommes là devant le fameux cas, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. D'accord. M. Gaïno, qu'est-ce que vous pensez? Oui, oui, je vous ai bien suivi. Bonsoir à tous. Vous savez, notre problème en Afrique, c'est toujours justement le non-respect de nos propres lois. Et aussi le fait que nous n'avons pas de justice indépendante. Parce que dans le cas de ce qui se passe au Sénégal, si on avait une justice indépendante, je pense que le monsieur étant accusé, c'est à la justice de vérifier les faits et non à l'homme politique de se mêler. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est déjà une violence politique qu'on a coutume de vivre en Afrique, comme ce qui se passe au Tchad. Et c'est souvent à l'approche des élections, on accuse les opposants de ceci, de cela. Et chaque fois, il y a toujours ce même scénario qui se répète. C'est assez choquant pour nous, Africains. Et je pense qu'il est temps que les leaders africains comprennent qu'il y a la justice et que les juges ont besoin de leur indépendance. C'est à eux aussi d'affirmer l'indépendance, de ne pas être au service d'un homme politique, d'être au service de la nation. Ça, on a beau le dire. Tant que nous n'aurons pas des institutions assez fortes, on sera toujours victime des manipulations. Et c'est ce qu'on est en train de vivre partout en Afrique, au Tchad. Et je déplore les morts au Tchad, je déplore les morts au Sénégal. C'est la même chose, vous voyez. Et c'est toujours comme disait mon frère ici, qu'on recherche les poux sur les opposants ou ceux qui s'opposent à vous. Et puis voilà. Je crois qu'on a encore du chemin à faire. Et il faudrait que les intellectuels africains comprennent qu'en politique, il y a des règles. Il faut laisser chaque institution fonctionner. Voilà ce que j'ai à dire sur ce point-là. D'accord. Alors la même chose s'est produite un peu au Sénégal, mais au Sénégal, ce sont des manifestations. Au niveau du Tchad, on dit que plutôt là-bas, c'est encore plus dramatique. L'opposant principal du président ou du maréchal Déby, lui est en fuite apparemment. Il est recherché et sa famille aurait été tuée. Est-ce que l'Afrique, elle est vraiment vouée aujourd'hui qu'aux violences pour que la démocratie ne s'installe plus, ou est-ce que faut-il désespérer du comportement des politiques au pouvoir en Afrique? Je dirais que justement ces faits que l'on constate, c'est parce que nous avons des gens qui croient que le pouvoir, quand on arrive au pouvoir, on doit y rester éternellement. La démocratie ne peut fonctionner que lorsqu'il y a alternance du pouvoir. C'est pas seulement le fait de voir des partis politiques qui se multiplient par-ci, par-là, mais c'est aussi le respect des règles institutionnelles. C'est aussi l'alternance du pouvoir. Pourquoi chez nous on change toujours les constitutions? Pourquoi chez nous on arrête toujours les opposants à l'approche des élections? Pourquoi les gens ne veulent jamais limiter les mandats? Pourquoi ils ne veulent jamais quitter? C'est ça notre problème à nous. Il faudrait que les gens comprennent. On vient pas au pouvoir pour s'éterniser, on vient pour servir les gens pendant un moment donné, puis après, on doit laisser la place aux autres. Et ce qui se passe au Tchad,
C'est la même chose. Idriss Déby, il est là depuis très longtemps. Il est quand même temps qu'ils comprennent que, voilà, il faut renouveler les idées, il faut renouveler la classe politique. Et vous voyez, ces violences, c'est beaucoup plus en Afrique francophone. Et c'est dans cette zone où l'on trouve les présidents qui ont 30 ans, 40 ans au pouvoir. Oui. Et c'est là où il y a des violences. Parce que 40 ans, si au bout de 10 ans, tu n'as rien fait, mais ce n'est pas au bout de 40 ans que tu vas pouvoir faire quelque chose. Donc, il faut que les gens le comprennent. Il faut aussi que les gens soient humbles pour qu'ils acceptent leur incapacité parfois à diriger le pays. Mais chez nous, on veut toujours croire que je suis l'homme de la situation, je suis celui qui est élu, je dois rester à vitam aeternam, mais ce n'est pas comme ça la politique. Oui. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui. Si les institutions n'étaient pas fortes, bah, je pense que M. Trump serait resté là. Mais malheureusement, heureusement d'ailleurs pour eux, les institutions étant fortes, il est parti. Mais pour bâtir les institutions fortes, il faut des hommes forts qui viennent avec leurs convictions, qui savent que je viens au pouvoir, je dois mettre en place des institutions fortes. Je suis aussi concerné par ce que je mets en place. J'ai fait mes 2 mandats, à la fin de mes 2 mandats, je m'en vais. Voilà. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi la même chose qui se produit un peu du côté de l'opposition, où on voit que les présidents des partis politiques, ils sont aussi éternels à leur poste? Non. Mais tout ça, c'est à voir. Pardon, mais tout ça aussi, c'est à voir. Parce que regardez comment, je prends un peu l'exemple du Congo que je connais mieux. Quand on regarde où est la vraie classe politique, Oui. On ne devient pas chef d'un parti où on ne fait pas la politique parce que son père a été un homme politique, parce que son oncle a été homme politique. C'est une vocation. On vient en politique pour servir le peuple. Il faut avoir cette vocation-là. Mais malheureusement, en Afrique, on vient pour s'enrichir. Ce sont souvent les gens issus des familles pauvres qui arrivent là. Vous voyez, les partis politiques. Vous avez des grands partis politiques au Congo. Mais regardez comment, d'abord, ces partis politiques sont nés et comment on les dirige. Mais ça aussi, c'est vrai que de la part de l'opposition, parce qu'il y a des partis politiques qui ne font jamais de congrès, qui ne changent jamais. C'est l'homme, celui qui a créé le parti, il est là, voilà, il persiste, mais une fois au pouvoir, il fera la même chose. Là, il y a tout un changement que nous devons opérer. Il faut que nous, Africains, que nous comprenions que même quand je crée un parti politique, je ne le crée pas pour moi, ce n'est pas ma propriété. À un moment donné, je peux aussi le laisser aux autres. Ça, c'est important. Monsieur Mawen, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, mais vous savez, je vais vous dire quand même que ce qui se passe en Afrique est malheureux de façon générale. Malheureux. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, quelquefois, nous cherchons à copier sur la France. Quand Monsieur Jacques Chirac a créé le RPR en écrasant tous ses amis de droite, eh bien, il y était et il restait. Et il avait accessoirement préparé Alain Juppé pour le remplacer. Alain Juppé est venu pour détruire tout le tissu politique de droite et mettre en place l'UMP. N'eût été certaines choses qui sont arrivées, les histoires de la mairie de Paris, Juppé était là pour venir et continuer l'œuvre de Monsieur Jacques Chirac. Ce n'est pas arrivé parce que il y a eu des problèmes, parce qu'il n'était plus éligible, et nous avons vu à ce moment-là un certain Nicolas Sarkozy, qui était ministre, entrer en querelle avec Jacques Chirac. Entrer en querelle avec Jacques Chirac. Il existe des images de télévision où on les voit en train de se disputer, tous les deux. Et voilà comment va passer Monsieur
que nous connaissons, M. Sarkozy, et qui ne voudrait jamais partir. Parce que quand il se présente à la primaire qu'il a brillamment perdu, ou lamentablement perdu, eh ben, on est toujours dans le cas de la personne qui ne veut pas quitter cette place. On a vu les Copé et les autres se battre pour être là et ne pas partir. Ils ont envie de rester. Personne n'a envie de quitter. Et cette chose-là, c'est une chose que l'on observe dans tous les partis ici, en France. Oui, mais ils sont quand même balayés après en France. Le Copé, Sarkozy ne peuvent plus se représenter. Mais en Afrique, on a l'impression que les présidents fondateurs, eh ben, ils sont les seuls opposants du régime aussi qui ne veut pas quitter. Monsieur François Bayrou est là et il y reste et il ne s'en va pas. Oui. Non, il y a bien des pointures au modem, mais il ne part pas. Il est là et il veut rester. Ce n'est pas un exemple à copier, je crois. Parce que nous ne pouvons pas, excusez-moi, nous ne pouvons pas toujours copier comme une lettre que tu viens mettre sur un appareil pour photocopier. On ne doit pas avoir ces images-là. Il faut savoir qu'avec ces images, la France a déjà bâti ses institutions et ça fonctionne. La justice fonctionne de manière, on va dire, indépendante, ça on ne peut pas le nier. Mais dans nos pays où la justice ne fonctionne pas, où la justice est au service de l'homme, où l'armée est au service du pouvoir, mais il faudrait au moins qu'à la base qu'il y ait des partis politiques qui fonctionnent correctement, qui appliquent la démocratie. Oui. Comment voulez-vous que monsieur, il est en campagne aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le bon moment de parler de lui, mais monsieur Kolela qui a récupéré le parti de son père, comment voulez-vous qu'il ait envie de partir? Il n'a pas envie de partir et il voit ses amis de l'actuel Rassemblement national, hein, où il y a la famille de Le Pen qui est là et qui règne en toute dictature sur le Rassemblement national, ex-Front national. Mais évidemment, quand il arrive dans notre pays, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il copie cet exemple. C'est ce qu'il ne faut justement pas faire, mais c'est ce qu'ils font. Tous. Hein? C'est ce qu'ils font. Ils sont là et ils veulent y rester et ils pensent que personne d'autre ne peut venir. Ils ont été envoyés par Dieu pour diriger ces partis. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Être capable de leur expliquer qu'il faut partir. Mais bien entendu, quand on s'appelle Sassou Duni, eh ben on fait exactement la même chose. On veut être à la tête du parti, d'un parti. De l'État. On veut être à la tête de l'État, on veut être à la tête de tout. Voilà. Oui, mais voilà. Monsieur Mawel et Monsieur Gaïno, si le président Sassou ou d'autres présidents africains, hein, Biya et tout le reste, s'accrochent, est-ce que ce n'est pas aussi un peu, je vous donne un exemple, si vous avez en face de vous un ancien ministre qui a été votre ministre et qui se retrouve opposant parce que vous l'avez limogé pour une raison X, Y, il crée son parti pour devenir opposant, et que vous êtes président du Congo et que vous connaissez réellement le fond de ceux qui se prétendent être de l'opposition. Est-ce que vous pensez que vous allez leur céder la place? Alors, non, la question, non. C'est une question mal posée. C'est une question mal... Pour moi, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas parce que X ou Y se présente en face de moi que moi, je vais dire, j'irai. Nous avons Alassane Ouattara qui a fait cette chose.
Lui qui a dit qu'il va laisser la place aux générations plus jeunes, eh ben, le voilà qui a cherché un troisième mandat. Oui, tout à fait. Est-ce que, au sein même de son parti, au sein de son parti à lui, la seule personne valable, c'était le Premier ministre qui est mort? Il n'y Pas avait du tout. autre. Il faudra qu'on m'explique cette chose-là. Ce pays-là va mourir si Alassane Ouattara faisait une crise cardiaque ou un AVC. Il faut qu'on m'explique ça. Et de la même manière que la personne qui se présente soit X ou Y, ça ne change rien. L'important, c'est tout simplement, on vient pour servir. Je viens, je sers, je m'en vais, quelqu'un d'autre va venir, il va servir et s'en aller, ainsi de suite. L'alternance est certainement le sang qui abreuve la démocratie. D'accord. Je suis, Oui. Allez-y. oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Parce que, vous voyez, c'est pour ça que je parle toujours des institutions. Mais il faut que nous arrivions à créer vraiment des institutions fortes. On change les constitutions. Pourquoi? Parce que vous voyez, on arrive là, on nomme les parents et puis on facilite les choses, on modifie les règles et puis on arrive à changer jusqu'aux constitutions. Mais il faut que nous, la classe politique actuelle ou les classes politiques à venir, il faut qu'elles sachent qu'il faut mettre en place des organes qui limitent, même on met des lois qui font qu'on ne peut pas modifier par exemple une constitution au bout d'un certain nombre d'années. Et c'est tout progrès, pourquoi ne pas aller par exemple vers un référendum? C'est toujours le référendum, encore on va le tricher. Je dis tout simplement, le mieux serait il faut que les Africains réfléchissent quel est le modèle de constitution, surtout en Afrique francophone. On voit ça beaucoup plus en Afrique francophone. Quel est le modèle de constitution? Quelles sont les lois que nous pouvons mettre en place pour que celui qui arrive là ne puisse pas changer à sa volonté la constitution? C'est simple. Si on n'arrive pas là, on verra toujours les gens qui viendront, voilà, je change, je veux un deuxième mandat, je veux un troisième, je veux un quatrième, et puis ainsi de suite. Et on s'éternise. Mais il faut qu'on arrive, franchement, à voir ces gens-là, comme Rawlings l'avait fait au Ghana. Vous voyez? Mais là-bas, l'alternance, ça fonctionne. Vous voyez, quand Rawlings est mort, regardez comment le président de la République était là, comment il a parlé de lui. Oui, donc il faut qu'on ait dans notre esprit qu'un pays n'appartient pas qu'à moi et que ce que je fais aujourd'hui, demain, ça pourrait être détruit par les autres. Donc, je ne peux pas finir de bâtir un pays. On ne finit jamais parce que les choses changent. Donc, demain matin, si j'ai fait une route, on va peut-être découvrir des choses mieux que ça. On va faire une autre route. On va bâtir une autre maison. On va faire ceci, cela. Il faut que les gens le sachent. Mais pour cela, il ne faut pas s'éterniser. Il faut mettre en place des règles, tout simplement. Alors, cela m'emmène à vous poser la question sur le Congo. On parlera après de ce qui se passe en France avec le jugement sur Bolloré. Au Congo, nous avons vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a des images qui circulent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Une partie des militants du PCT sont déjà en train de sortir le champagne pour célébrer la victoire de leur candidat, parce que pour eux, les dés sont déjà... tout est déjà joué. Donc, on en est là. Et aujourd'hui, l'opposition devait tenir un meeting. Si le PCT considère que la victoire, elle est déjà certaine, pourquoi avoir interdit le meeting de l'opposition qui réclame la libération des prisonniers politiques Moukoko et M. Okomi Salissa? À votre avis, pourquoi cette opposition? Alors, pourquoi cette contradiction? non, attendez. Bon, déjà, c'est dommage, on n'en a pas parlé la semaine dernière, on aurait dû. Je vous aurais dit, ce meeting n'aura pas lieu. Parce que je connais quel est l'état d'esprit des gens qui sont actuellement au pouvoir. Ah, vous saviez, vous pensiez déjà qu'il serait interdit? Absolument, je le pensais. Ah, dites-nous pourquoi. Pour quelle raison? Mais parce
Parce que, Monsieur Sassou est en campagne depuis 2 mois à peu près. Ça, vous l'avez dit. Il est déjà en campagne depuis au moins 2 mois. Avant le délai normal. Avant la date fixée. Alors que c'est lui, en tant que président de la République en exercice, que ce soit de fait ou quoi, peu importe, mais c'est lui qui est là. Eh bien, Monsieur Sassou, c'est celui qui devait dire aux uns et aux autres, non, aucun acte qui puisse s'apparenter à de la campagne. Or, Monsieur Denis Sassou Nguesso a ouvert la campagne lui-même. Monsieur Mawel, Monsieur Ndion n'étant pas là, il vous avait dit la dernière fois que dans tous les pays au monde, on le voit, Macron est déjà en campagne. Le président Trump a utilisé de son statut de président pour ouvrir sa campagne. Est-ce que ce n'est pas là un peu valable pour tous les présidents en fonction? Pas du tout. Pas du tout. À Monsieur Ndion, j'avais dit que ce n'était pas vrai. Que au Congo, ce que nous voyons ressemblait exactement à une campagne. Nous avons vu à Ouesso des affiches, des grandes affiches de Monsieur Sassou. Nous avons vu à Imfondo des grandes affiches de Monsieur Sassou. Nous avons vu à Pointe-Noire des grandes affiches de Monsieur Sassou, qui ont d'ailleurs été détruites par la population, pour le cas de Pointe-Noire. Mais partout où vous passez dans ce pays qui est le Congo, la République du Congo, eh ben, Monsieur Sassou est en campagne depuis des mois. Il est en campagne. Et ce qu'on ne voit pas d'ordinaire, hein, les affiches là. Il faut le préciser. On ne l'a vu que là. Voilà. Donc, il est bien en campagne et il ne veut pas que sa campagne soit perturbée. C'est la raison pour laquelle le meeting du 6, c'est-à-dire aujourd'hui, ce meeting ne pouvait pas avoir lieu parce que ça perturbait ce que M. Sassou Denis a prévu. Ça le perturbait totalement ce que lui l'a perdu, ce que lui l'a prévu. Aujourd'hui, pendant 2 semaines, les médias nationaux ne nous ont parlé que de Sassou Nguesso. Ça s'appelle campagne, ça. Et à l'entrée de la campagne officielle, on vient perturber les choses qui marchaient si bien selon son estimation à lui. Mais c'est le jeu politique. Oui. Il devrait non, mais pour compléter, si vous permettez, pour compléter un peu ce qu'il dit, oui. Vous voyez, les choses au Congo se passent toujours à la normale. Le chef de l'État, garant des institutions, est le premier à lancer sa campagne ordonnée, fixée par lui. Avec des affiches. D'habitude, quand il se déplace dans le Congo, on ne voit pas ses affiches. D'ailleurs, il se déplace rarement. Il ne se déplace que lorsqu'il y a campagne. Et on a vu les affiches. Donc, on ne peut pas tromper quelqu'un. On ne peut pas tromper quelqu'un qui ne s'agit pas de campagne. Ça, il n'y a même pas de débat. Deuxièmement, il le dit, tout, il n'y a pas match. Mais c'est lui qui organise les élections, c'est lui encore qui empêche aux autres candidats, de tenir le meeting alors qu'ils sont même dans le délai. La campagne, elle a été officiellement ouverte depuis hier. Mais ils ne sont pas candidats. Donc, ceux qui font le meeting d'aujourd'hui n'étaient pas candidats. Non, on n'a pas besoin d'être... Monsieur Gaïno, excusez-moi, je vais vous préciser. Oui. La note qui interdit cette manifestation, elle dit qu'il y a des partis qui vont participer mais qui sont illégaux, qui ne sont pas reconnus. Et donc, pour ça et pour la quiétude du public, on refusait que la manifestation, le meeting se tenait. Encore un cas aberrant pour le Congo, parce que quand je fais ma campagne, moi j'ai fait des campagnes ici, oui. Mais on n'est pas tous ensemble. On peut partager des équipes, dire telle équipe va aller dans tel lieu, faire campagne. On n'a pas besoin d'être candidat à partir du moment où je soutiens un candidat, ou je suis sur la liste avec un candidat, je peux aller faire ma campagne. Ce n'est pas une raison qu'on dise à quelqu'un,
voilà, vous n'êtes pas candidat, vous n'avez pas de droit, mais il y avait quand même des candidats. Ils sont là, c'est les gens de l'opposition, c'est une partie de l'opposition qui veut faire sa campagne. On les laisse faire. Il n'y a pas une raison de les priver de tenir un meeting. Pour quelles raisons? Monsieur Mawel? Voilà. Tout citoyen peut faire campagne. Tout citoyen peut faire campagne pour le candidat qu'il veut. Et donc, oui, les uns et les autres, qu'ils s'appellent, comment il s'appelait, machin de l'opposition, qu'il s'appelle Makaya, qu'il s'appelle qui? Joey Bina, M. Mirassa. Voilà. Eh ben, tout ceux-là, ils ont le droit, en tant que citoyens, de faire campagne pour le candidat qu'ils veulent, contre le candidat qu'ils ne veulent pas. C'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal. Et quand monsieur le préfet de Brazzaville vient nous dire qu'ils ne peuvent pas, vient nous parler de partis non reconnus, Oui. ben attendez là, moi en tant que personne, je m'en vais faire campagne. Hein, moi qui vous parle, je fais campagne ici. Comme a dit M. Gaïno, je fais campagne ici. Oui. J'ai le droit de faire campagne. Je ne suis pas candidat, mais j'ai le droit de faire campagne. Et au Congo, la loi est pratiquement la même. Ils ont le droit de faire campagne. Qu'ils le fassent sous une forme ou sous une autre, ils ont choisi de faire un meeting. Eh ben, ils avaient le droit de faire le meeting et c'est tout à fait anormal que l'on leur dire, que l'on puisse leur opposer un refus aussi déplorable. Oui. Alors, quel est le recours possible pour la population pour ce meeting? Puisque là, on vous dit, vous n'avez pas le droit. Est-ce que dans les textes, est-ce que dans la Constitution, il y a quelque chose qui permet d'avoir un recours? Ou bien c'est fini, circuler, il n'y a rien à voir? Revenez la prochaine fois. Alors là, on est justement dans quelque chose qui est complètement étrange. Il faudrait regarder que dit la réglementation par rapport au refus de monsieur le préfet. Oui. Le préfet a dit non. Eh bien, il existe une chose, oui, qui s'appelle la désobéissance civile. Le préfet a dit non, mais nous, on le fait quand même. Voilà, c'est une des propositions. Mais il y Sinon, a eu... oui, sinon, il n'existe pas de véritable recours. Le recours, ça a été, je crois qu'ils ont refusé hier. Le recours, c'était pour dire, ben écoutez, bon, comme demain on peut pas faire qu'on le fasse quelques jours après. Mais non. Non, mais si on était dans des pays organisés, il y a la justice qui est là. Parce que le préfet peut prendre sa décision, mais la justice peut en décider autrement. C'est aussi une voie de recours. Mais malheureusement, chez nous, on connaît comment fonctionne la justice. Dans un cas comme ça, directement, on saisit le juge et puis qui annule la note du préfet. Voilà. Sinon, comme dit René, ce sera la résistance. Il faut maintenant opposer une épreuve de force parce que les gens, ils ont droit de battre leur campagne. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous, quand on bat campagne, on ne nous demande pas si tu appartiens à un parti politique ou tu as un parti politique. La campagne est ouverte, ben, bien, vous faites votre campagne. Voilà, c'est tout. Mais là, il faudrait que les gens résistent, il faut pas céder. Parce que c'est de l'abus. Vous direz que les Congolais devraient faire comme les Sénégalais? Ben, les Sénégalais sont bien des hommes. Et les Congolais le sont aussi. Les Sénégalais défendent leurs droits, mais les Congolais doivent défendre leurs droits. C'est évident. M. Mawel? Je suis d'accord avec M. Gaïno. Il appartient aux Congolais de dire non. Il appartient aux Congolais de dire non. Ils peuvent sortir dans la rue, effectivement, parce que trop, c'est trop. C'est trop.
trop, c'est trop. On prend les Congolais comme des canards sauvages et on tire dessus comme on veut. Ce n'est pas sérieux. C'est peut-être ça que les Congolais ne veulent pas sortir aussi, peut-être parce qu'ils ont bien vu que quand on sortait, on a arrêté les gens. Je pense que beaucoup de prisonniers politiques au Congo, ceux qui ont été arrêtés, c'est parce qu'on leur reprochait de manifester sans respecter la loi de l'État. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Non, 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 non. Je ne connais personne qui se trouve en prison parce qu'il n'a, entre guillemets, pas respecté. Non, 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 j'en connais beaucoup qui sont au cimetière. Paul Makaya avait été arrêté parce qu'il aurait appelé, justement, les Congolais à se retrouver au boulevard. Oui, il n'est pas le seul qui a appelé les Congolais à se retrouver au boulevard. Mais on n'a pas arrêté les autres. Oui. Mais on n'a pas arrêté. De toute façon, il faut que l'État lui-même d'abord respecte la loi. Là, pendant ce qu'a fait M. Sassou, honnêtement, est-ce que c'est acceptable dans un État normal dans un état de commencer sa campagne avant la date? Il le fait. Bon, l'argent, écoutez, tout le monde sait comment les campagnes se passent. Mais on ne peut pas venir comme ça faire des simulacres avec de l'argent. On vient exhiber tout ça, là, dire que c'est le peuple qui m'a donné. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui relèvent de l'impensable. Franchement, pour un État, ces choses-là sont poursuivables. Il faudrait qu'il prouve au peuple que c'est le peuple du plateau qui a cotisé 100 millions. Et ça, on va laisser passer ça comme ça, parce que bon, la justice au service d'un individu. Le mensonge, c'est incroyable quand même, ce qu'il fait. Si on a un homme qui ne respecte pas les lois, mais qui veut que les autres respectent les lois. Il ne respecte pas la Constitution, il veut que les autres la respectent. Il est président de la République, il est président de son parti. Alors, comment voulez-vous? On demande aux autres de faire. Oui. C'est frustrant. Oui. Ça m'amène à l'autre question. On est dans quel pays? Ça m'amène à notre question. Nous sommes au Congo. Ça m'amène à notre question. L'évêque qui a fait, tout le monde l'a vu, qui a fait une intervention qui a été très remarquée et qui a soulevé la colère du ministre de la Communication du Congo, il se retrouve en prison, lui aussi accusé, comme au Sénégal, pour une affaire de mœurs. Pensez-vous que c'est une coïncidence entre son discours ou son intervention et justement cette enquête qui est sortie, comment on dirait, dans un chapeau? Alors, bon, il n'est pas évêque, il est prêtre. Il est prêtre. L'abbé Joseph Ndinga, oui. L'abbé Joseph Ndinga est un prêtre courageux, tout simplement. Oui. Rien de plus. Il n'a d'ailleurs rien fait d'extraordinaire. Mais, comme on sait que quand il a commencé à parler, il continuera à parler, on va l'enfermer pour être certain que depuis la prison, il ne pourra pas parler. On l'a enfermé parce qu'on se dit que depuis la prison, il ne parlera pas. Et c'est incompréhensible que dans ce pays-là, on puisse c'est pitoyable. Tout d'un coup inventer des histoires de viol et autres. Que l'on commence à nous parler de pédophilie, qu'on commence à nous parler de tout ça. Oui. Non. Peut-on penser qu'il y avait un dossier qui était gardé au chaud, comme à l'époque de Moukoko, et qui remontait à la surface par son comportement? Non, mais nous sommes dans le cas où il n'y avait même pas de dossier du tout. Il n'y avait pas de dossier. Monsieur l'abbé Joseph Ndinga n'avait aucun dossier. Et on a fabriqué une affaire pour le faire taire. Voilà, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas le jeu politique, M. Gaïno? C'est pas ça aussi la politique? Celui qui se met au travers? Non, ça c'est pas la politique. Ça, moi j'appelle ça le gangstérisme. C'est pas de la politique. La politique, c'est d'abord le respect des lois, c'est le respect des institutions. Or là, on ne respecte pas les institutions parce qu'on sait que le prêtre, il a une voix qui porte. Il rencontre les fidèles.
il leur parle d'ailleurs, l'évêque, je crois c'est Bayan qui avait dénoncé tout ça, avait dit qu'il fallait qu'on en parle. Voilà, les inquiétudes formulées par les hommes de l'Église sont des inquiétudes qui sont réelles. Et de là, inventer des histoires contre un prêtre pour l'enfermer, hein, comme dit Marine, pour qu'il ne parle pas, je jure que ça fait honte. Honte au Congo, honte à la classe politique, honte à toute la nation. C'est inadmissible. Où vivons-nous? Dans quel pays vivons-nous? Comment on peut empêcher aux citoyens de dire le contraire? Il faut venir les applaudir. Ils distribuent de l'argent partout, tout le monde assiste. Mais ça, on ne peut pas porter plainte parce que c'est monsieur le président. Et les autres, s'ils le font, ben, on va les arrêter parce qu'ils ne sont pas le président. Vous voyez ce qui se passe au Congo? Le Congo est un pays qui ne fonctionne que dans la normalité. Oui. Mais là aussi, on n'entend plus l'Église. On n'entend plus l'Église n'appelle pas à la libération de la Benzinga. Ben, je pense qu'ils vont peut-être le faire. Ils essayent un peu d'observer. Vous voyez que ce n'est parce qu'un fait créé comme ça que tout de suite on doit se mettre en œuvre. Non, mais je pense qu'il y a le temps d'observation. Ou bien ils travaillent sans faire du bruit. Verra. Voilà, on verra ce qu'ils vont faire parce que bon, tout le monde connaît ce pouvoir-là. Donc parfois on dit mieux vaut sauver la vie de quelqu'un que de faire du bruit inutilement. M. Nawel? Si vous ne savez pas, M. Bélébé, le président de la conférence épiscopale congolaise a fait une lettre avant dimanche dernier. D'accord. Pour dire à tous les prêtres et à tous les chrétiens de prier, on l'a vu la lettre, pour le Congo. Tout à fait. Et comme c'est la tradition de l'Église, la tradition de l'Église, c'est toujours de dire prier pour celui qui est en train de commander. Non pas parce qu'il fait bien, mais pour qu'il se convertisse, pour qu'il change, pour qu'il aille vers la bonne voie. Et le président de la conférence épiscopale a demandé ça à ses chrétiens. Il a demandé que l'on puisse avoir une certaine lecture de ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, la voix de l'Église, elle existe toujours. Vous savez que aujourd'hui, c'est samedi, il y a eu des messes à 18h. Demain, c'est dimanche. Il y aura plusieurs messes. Il y aura la messe de 6h, la messe de 8h, la messe de 10h. Et donc, ils vont parler. Ils continuent à parler. Ils n'arrêtent pas de parler. Ils parlent. Et c'est pas à eux qu'on doit reprocher de s'être tus. C'est au pouvoir. C'est à l'administration soumise. C'est à la justice soumise que l'on doit parler aujourd'hui. C'est eux qui doivent faire une action. C'est eux. Vous savez que les prêtres, l'Église n'a de voix, n'a que la parole. Oui. En dehors de la parole, ils n'ont pas les armes. Non, la parole est assez puissante. Ils n'ont pas les matraques. Ils n'ont pas les machettes des bébés noirs. Ils n'ont rien de tout ça. Et leur seul mode d'action, c'est la parole. Alors, ils parlent. Alors, ils écrivent. Alors, ils donnent des consignes aux uns et aux autres. Ils ne me dites pas qu'ils ne parlent plus, mais si ils parlent, mais si ils réagissent, mais si ils sont présents au quotidien. Ils sont présents au quotidien. D'accord. Alors, moi, donc il nous reste 2 sujets avant de pouvoir terminer. Le deuxième sujet, enfin, les 2 derniers sujets, un sujet important, c'est qu'on a vu un retour assez, je ne sais pas pour vous, M. Mawel, vous l'avez déjà dit la dernière fois, on a évoqué. On a noté le retour de M. Blanchard Oba, qui était parti du PCT pour l'opposition. Il y a eu Mme Moutira qui a fait le même mouvement. Et là, M. Blanchard vient sur une chaîne concurrente, il annonce
son retour au PCT parce qu'il considère que, lui aussi, comme Mme Moutira, que l'opposition n'est pas mature, l'opposition joue avec les espoirs des Congolais et qu'il préfère, dans ce cas, pour l'avenir de ses enfants, reprendre sa place au PCT et défendre à la fois son oncle et le candidat du PCT. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que les Congolais sont aujourd'hui dans l'opposition, enfin avec l'opposition, il n'y a pas d'espoir? Alors, là encore, je dirais que vous avez une formulation pour essayer de nous pousser au crime. Non. Vous pouvez reformuler ma question, M. Mawela. Madame Moutsara n'a jamais été réellement à l'opposition. Pourtant, même si elle a eu une fonction de porte-parole, on lui a fait confiance. Oui. Mais, vous savez, la trahison, elle est dans le sang. Et c'est une personne qui n'est jamais sortie du PCT. C'est une personne qui, d'ailleurs, à la précédente élection présidentielle, attendait un des pontes du pouvoir pour aller verser ses 25 millions. C'est une personne qui, en fait, elle l'a dit elle-même, très jeune, elle était déjà PCT dans le sang. Très jeune, elle a été propagandiste du PCT à Mongali. Comment voulez-vous qu'une personne pareille puisse être décrottée? Elle est indécrottable. PCT jusqu'au bout. On peut aussi lui donner les bénéfices du doute en disant qu'elle a vraiment cru que l'opposition apportait une solution, apportait une chance de changer les choses au Congo. Est-ce que c'est possible qu'elle ait été déçue par l'opposition? La chose que je veux dire, oui. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'opposition? Bonne question, on lui posera. Elle a été invitée, on n'a pas encore reçu sa réponse. Même quand elle a été porte-parole de l'opposition, on ne l'a pas entendue. Vous vous rappelez-vous de Mme Moutsara en train de faire des propositions, vous? Non, pas du tout. On n'a entendu une quelconque proposition de Mme Moutsara. Elle était porte-parole, donc elle pouvait. Elle n'avait pas à attendre des ordres. Elle n'en a rien fait. D'accord. Et M. Blanchard-Oba, vous dites quoi? Ce qu'il dit, lui? M. Blanchard-Oba a eu une sorte de blues à l'intérieur de la famille et il a fait ce que font tous les mauvais garçons. Il jette le gâteau par terre, il fait le dos rond et il fait semblant de s'en aller. C'est un caprice de gosse, alors? Ne vous en faites pas, quelque temps après, il revient. Oui. Et il vient pour dire « Où est mon gâteau ?» On le lui a récupéré. Et très souvent, il ne le jette jamais là où c'est très sale, là où il y a de la boue. Il le jette toujours à un endroit où il est récupérable. Et c'est ce que M. Blanchard-Oba a fait. Il revient pour reprendre son gâteau. Rien d'autre. Rien d'autre. Monsieur Gaïno? Oui, je voudrais tout simplement dire ceci que, vous savez, Laurent Gbagbo disait qu'on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Quand on veut s'enrichir, on crée une entreprise. Or, au Congo, la politique est devenue un moyen pour s'enrichir. Et comme c'est le seul moyen pour s'enrichir, eh bien, on peut aller d'un côté, on va voir là-bas, si ça va pas, on repart là où on était. C'est ça le drame, parce qu'on la politique, il faut avoir une vocation, cette volonté de servir, avoir des idées. Pourquoi je viens là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon pays? Mais lorsqu'on se pose pas cette question, lorsque la question que l'on se pose, c'est celle de savoir comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais avoir une voiture, comment je vais avoir une maison, eh bien, on est là, on virevolte, on va là où le bon vent vous amène, là où, si vous tendez la main, ben, on vous la remplit. Vous voyez?
Oui. Donc, c'est ce qui se passe avec les Congolais. Ils ne viennent pas en politique pour la vocation, parce qu'ils ont vocation de servir le peuple. Ils viennent en politique pour se servir, pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu ou ce qu'ils ne peuvent jamais avoir. Il y a combien, regardez depuis qu'ils sont là, combien de sociétés sont créées au Congo? Combien? Combien d'entreprises sont créées au Congo? Quand ils volent l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Toujours, ils choisissent le chemin de la facilité, construire un hôtel, acheter une voiture, construire une maison, ainsi de suite. Pousse pas plus loin. Donc moi, je suis pas surpris de voir ces gens-là virevolter comme ça. Bon, on va là-bas, on n'a plus rien, on repart à la source, là où on aura quelque chose. C'est pitoyable. Pour moi, je passe pas mon temps à parler de ces gens-là. Et c'est là où l'opposition devrait faire attention. Et c'est là où je parle des jeunes aujourd'hui. Ils doivent faire attention. On ne va pas en politique pour s'enrichir. On va en politique pour servir son pays, pour apporter quelque chose, pour dire, moi, je peux au moins apporter une pierre. Je peux construire quelque chose pour mon pays. Je peux laisser un souvenir. Regardez tous ces gens-là, ils partent. Quel souvenir laisse au Congo? Rien, rien, rien. On ne peut pas se souvenir de quelqu'un pour dire, voilà, il a fait ça, voilà, il a fait ça. Vous voyez, les députés, ils ont l'argent, ils distribuent. Les sénateurs, ils sont bien payés. On est dans le pays où ceux qui font la politique sont les mieux payés. C'est pas normal. Un professeur en médecine, un professeur à l'université, un ceci, un maçon, un ouvrier, combien ils gagnent? Pas grand-chose. Il faut faire la politique. Ça aussi, c'est des choses qu'il faudra absolument changer. Moi, je disais que si j'avais quelqu'un qui arrive au pouvoir et je suis son conseiller, la première chose, c'est de savoir qu'en politique, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir les autres, pour servir son pays. Alors, il faut faire que ce n'est pas en politique qu'on gagne beaucoup d'argent, c'est en créant des entreprises, en devenant un patron, en devenant, je ne sais pas moi, voilà, c'est là. Mais les Congolais, qu'est-ce qu'ils savent faire? Même le travail, aller voir un directeur de service, il arrive au boulot à 11 heures ou à midi pour repartir à 14 heures. Ils ont des salaires qu'ils ne méritent pas. Demandez combien gagne un ministre. Demandez combien gagne un président. Vous ne saurez pas. Les ministres, on peut le savoir, mais à côté de ce qu'ils volent. Vous voyez? Donc, c'est ça, le drame du Congo. Je vous jure que le Congo va subir encore, va mettre du temps à se relever parce que les gens n'ont pas la morale, les gens ne sont pas bien formés, les gens ne voient que l'argent facile, ils sont capables de je ne sais pas moi, de devenir esclaves parce qu'ils auront de l'argent, ils pourront manger. Mais c'est grave ce qui se passe dans notre pays. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Pourquoi les ministres ne démissionnent pas? Vous voyez? Moi, je suis avec un chef, il va abuser de ma fille et puis je vais rester avec lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment on va se regarder? Vous voyez? L'honneur, où est-il chez les Congolais? Je suis gêné quand ces gens-là parlent de l'honneur. Je me dis, est-ce qu'ils se regardent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Oui. Non. Monsieur Marouin, ce que dit monsieur Gaïno? Vous savez, la politique dans notre pays, c'est la honte. C'est la honte, oui. Tout à fait. Et on ne sait pas comment on est capable de faire. Je ne sais pas comment on est capable de faire là-dedans. Même les militaires, les officiers, on a toujours parlé d'honneur. Eh bien, et nous, l'honneur n'existe pas. L'officier, c'est une espèce d'être rampant qui obéit au doigt et à l'œil à une personne qui lui dit des choses aussi invraisemblables que possible, mais cet officier
ne relèvera pas la tête et ne dira pas mon honneur d'officier, je dis non. Eh bien, avec les ministres, c'est exactement la même chose. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Je vais prendre l'Angleterre. En Angleterre, au moindre scandale, le ministre démissionne. Il n'attend pas qu'on le lui dise et tout. Non, non, non. Il démissionne immédiatement. Ils n'ont pas le cœur de Trump, de M. Trump. Hein. Ils n'ont pas le cœur de ceux que nous avons chez nous au pays. Nous avons même des ministres qui sont capables d'aller défendre des choses indéfendables. Nous avons vu M. Thierry Mungala venir parler des évêques d'une manière inadéquate, où même la politesse a été exclue. Même la politesse a été exclue. Eh bien, moi je dis, si être ministre au Congo c'est ça, nous sommes morts. Et notre résurrection n'est pas pour demain. Ouais, je voudrais compléter là en parlant de l'arme, par exemple. Vous savez, moi j'ai fait la défense, enfin la milice à l'époque. Il y avait ce qu'on appelait l'esprit de groupe déjà, au niveau même de la milice. Combien de fois encore au niveau de l'armée? Dans un corps, il y a l'esprit du groupe. Ça veut dire que si un des éléments est pris, les autres doivent tout faire pour le libérer, pour le sortir de là. Mais au Congo, j'ai l'impression que ces choses-là, ils n'ont jamais appris, ils n'ont rien appris. L'esprit du groupe au niveau de l'armée, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez des généraux qui sont là en prison. Pour quelle cause? Pour quelle cause? Et vous voyez même notre armée n'a même pas un champ de tir. Il n'y a rien, c'est des civils habillés. Vous les appelez généraux. Mais il n'y a pas un général sans troupe. Demandez aux militaires, ils vont vous le dire. On nomme les gens, ils sont des généraux, mais ils sont incapables de prouver qu'ils sont des généraux. La police, c'est pareil. Faire un petit rapport, ils n'arrivent pas. Ils sont là, il est général. Donc, il se promène dans la ville avec ses galons et son argent. Oui. Donc, on a pris toute une population. On a initié à la paresse. Et ils aiment la facilité. Et je vous jure, pour le Congo, déjà, nous sommes classés. Nous sommes classés après le Centrafrique, donc l'avant-dernier pays. Mais on sera même le dernier pays, et ce qui montre qu'on aura beaucoup à faire pour ramener ce pays-là, ne fût-ce qu'occuper la troisième place avant le dernier pays. Il y a beaucoup à faire. Il y a trop, même trop. Parce qu'on ne peut pas accepter que des intellectuels acceptent de s'humilier, d'accepter n'importe quoi, de faire n'importe quoi pour leur propre pays. C'est pitoyable. Alors, ça ne vous aura pas échappé que la présidentielle au Congo, nous avons 8 candidats, tous ce sont des hommes. Je vous fais écouter un petit extrait d'une petite minute d'une dame qui a été candidate, Madame Salabanzi. Elle était candidate pendant la conférence nationale au poste de Premier ministre. Elle est aujourd'hui en exil au Canada et on en parle juste après. Qui commande les armes depuis 1983, il était même en dépassement du budget. Il avait dépensé plus de 3 milliards de francs CFA à l'époque avant la dévaluation. Mais c'était terrible. Je disais, mais qu'est-ce qu'il prépare ce monsieur? Et donc, quand je calcule 3 milliards... 3 milliards, dépassement de 3 milliards. Oui, en 1984, j'étais la première femme inspecteur d'État au Congo. À l'époque, c'était au masculin, parce que tous les titres ont toujours été au masculin. Alors, j'ai demandé... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est Madame Salabanzi. Elle est basée au Canada. Elle était donc candidate à la présidence, au poste de Premier ministre de la transition. Et elle dit là aussi qu'elle était la première femme inspectrice d'État au Congo. Il n'y a pas de candidat présidentiel femme et
elle parlait à l'époque déjà, elle parle aujourd'hui qu'en 84, en 92, il y avait déjà, en 84, il y avait déjà des commandes d'armes. Aujourd'hui, on parle encore de commandes d'armes. Croyez-vous que l'élection au Congo risque de basculer si le candidat du PCT n'est pas vainqueur? Ben, forcément, ça se sent déjà, ça se sent. Quand on commence déjà à empêcher l'opposition de faire campagne, quand on commence déjà à vanter ou à déclarer déjà la victoire alors que on est encore au début de campagne, on sait ce qu'on attend. Un chef d'État qui commande des armes, alors qu'à l'hôpital il manque du tout, alors que dans les écoles il manque du tout, on prend de l'argent, on commande que des armes. C'est pourquoi on commande des armes. Pourquoi? C'est pour préparer une guerre. Donc, on sait déjà que si le candidat, s'il ne s'autoproclame pas élu, enfin, il va le faire, nul doute, il va le faire. Mais si le peuple aujourd'hui décide de dire non, tu ne peux pas être élu, parce que tout le monde sait qu'il est vomi, que ça soit dans la cuvette, que ça soit n'importe où, ça ne peut pas être élu. Donc, forcément, il va s'imposer par la force. Mais est-ce que le peuple, est-ce qu'on va encore continuer à le laisser faire? Est-ce qu'on va encore continuer à accepter les bévues, tout ce qu'on est en train de voir? Est-ce qu'on va continuer à laisser le pays se détruire tel qu'il est déjà? Ben, ça, je pense que tu vivras, verras, mais il faut s'attendre à tout. Pourquoi il n'y a pas de femme, à votre avis, qui soit aujourd'hui candidate à la présidentielle au Congo? Bonne question. Pourquoi il n'y a pas de femmes? Bon, je vais donner mon avis personnel. Et M. Mawel viendra vous savez que la femme a toujours l'instinct maternel. Moi, sincèrement, je voterais pour une femme, s'il y en avait. Mais la femme, ayant cet instinct, voit que le pays est assis sur un volcan. Est-ce qu'elle doit risquer sa vie en allant à un combat déjà perdu? Elle dit non, elle préfère rester à la maison. Il y a des femmes capables au Congo, capables d'être candidates. Il y a des femmes capables de diriger ce pays-là. On en connaît. Malheureusement, elles n'ont pas envie d'aller au combat alors qu'elles savent déjà que le combat est perdu à l'avance. Moi, je pense. Ça, c'est mon point de vue. Monsieur Mawen? Oui. Vous avez bien fait de combiner deux sujets. Oui. Vous parlez de Madame Salabanzi. Et ce qu'elle dit ne souffre d'aucun commentaire possible. Ne souffre d'aucune sorte de commentaire possible. Elle a totalement raison. Ok? Elle a totalement raison. Et moi, je suis quelqu'un qui a écouté et réécouté ce qu'elle a dit. Et vous avez enchaîné sur le fait de savoir pourquoi il n'y a pas de femme. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une femme candidate si nous écoutons ce que dit Madame Salabanzi? Ce n'est pas possible. Vous savez qu'au Congo, nous avons eu une candidate qui a été assassinée chez elle. Nous avons eu une femme qui a été assassinée chez elle parce qu'elle était candidate. Non. Vous l'avez peut-être oublié. Vous l'avez peut-être oublié, mais oui. C'est déjà arrivé. Est-ce que vous voulez que les femmes congolaises puissent aller se mettre de l'avant et subir des conséquences comme celle-là? Est-ce que ça serait la faute que du PCT ou aussi dans les partis politiques, il n'y a pas de femmes leaders de partis politiques? La dernière en date, Mme Mounari, a été évincée du FROCAD. Non, le FROCAD n'est pas un parti. D'accord. Mme Mounari est donc toujours à la tête de son parti, qui est le MUST. Le FROCAD a pour vocation justement que son président change assez fréquemment parce que c'est une coalition de partis. Voilà, ce n'est qu'une plateforme, ce n'est donc pas du tout, elle n'a pas été évincée comme, moi je me rappelle qu'à l'époque, Madame Mounaris était très heureuse de dire qu'elle avait réussi à évincer Pascal Satima Biala, mais bon,
vous savez, c'est des formules, ce n'est pas ça qui est important. D'accord. Alors pourquoi les femmes ne sont pas pourquoi on n'a pas de femmes candidates, vous disiez? Parce que aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour ça. Pour les raisons que donne M. Gaïno, Oui. les femmes observent ce qui se passe dans notre pays. Et qu'est-ce qu'elles constatent? La médiocrité. Elles ne veulent pas donner dans la médiocrité. C'est ce que dit Madame, c'est ce que dit d'une certaine manière Madame Sanabanzi et Madame Niali aussi un peu quelque part. Mais bien entendu. Oui. Elles ne veulent pas donner dans la médiocrité. Et elles savent que si elles intervenaient, parce que elles auront le courage de dire « laissez mes enfants tranquilles », elles auront le courage de dire « laissez mon pays avancer », eh bien, elles courent un grand risque. Elles courent un grand risque. J'oublie, le nom est en train de m'échapper là de celle qui a été assassinée dans sa maison. Je ne voudrais pas que ce genre de choses reviennent. Je voudrais plutôt que les acheteurs d'armes arrêtent avec cette manie. Je voudrais que ceux qui font campagne avant la date arrêtent leur manie. Je voudrais que l'on écoute le peuple. À ce moment-là, oui, les femmes viendront. Les femmes viendront, elles se mettront en avant. Parce que elles aiment l'ordre, les femmes. Nous sommes actuellement en plein désordre. On est en pleine cacophonie. On est en train de montrer les insuffisances de notre pays. On est en train de montrer la faiblesse de nos institutions. Et vous voulez qu'une femme vienne au milieu de ça? Qui l'écoutera? On va lui brandir la Kalachnikov et le canon de 105 pour lui dire, écoutez, nous on continue dans notre pagaille. On le lui dira. Voilà. D'accord. Alors voilà je vous remercie. Ce que je dis. Oui. Les deux questions combinées, hein. Oui, tout à fait. Les deux questions. Voilà. D'accord. Alors pour conclure, on va finir sur une note, une question, mais qui va être, si vous pouvez être assez bref, je dirais, mais enfin, dites ce que vous pensez. Monsieur Bolloré avait signé un accord avec le tribunal français où il reconnaissait avoir été un corrupteur, qu'il a corrompu 2 présidents. C'est le tribunal qui le dit et ça a été diffusé partout. Il a cité le président de la Guinée, monsieur Condé, et le président Faure du Togo. Alors, il a vu donc son dossier remis en cause. Il doit maintenant passer au tribunal. Pour une fois, il y a un grand patron français qui reconnaît qu'il a corrompu. Est-ce que, là encore, les Africains ont une part de responsabilité dans ce qui se passe dans la corruption? Ou, comme dit Madame Yam, je crois, ici, il y a un corrupteur, c'est qu'il y a un corrompu. Et donc, si l'Afrique n'avance pas, on peut regarder du côté des entreprises françaises aussi. Non, aussi. D'accord, ok, mais attendez là. Nous sommes ici dans quelque chose qui est très clair. Il y a, parce que ce qui va être jugé, c'est le litige entre un Européen et d'autres Européens. Oui. Ce n'est pas entre un corrupteur et un corrompu. Il ne s'agit pas de ça comme... ce n'est pas ça qu'on cherche à juger. Voilà, malheureusement. La chose jugée, c'est que M. Bolloré, via cette corruption, oui, a grugé la personne qui gérait le port de Cotonou, la personne qui gérait le port de Lomé et la personne qui gérait le port de Conakry. Il a voulu tout prendre. Il a voulu tout prendre. Et il a promis aux autres, écoutez, moi, je vais mettre
ma filiale de com à votre disposition. Oui. Mais le procès, ce n'est pas les Togolais contre, ce n'est pas les Togolais ou les Guinéens contre Bolloré. Non, ce n'est pas du tout ça le procès. Le procès, c'est le Français Bolloré qui est poursuivi par l'Italien qui gérait le port de Conakry, je crois, et le Français qui gérait les autres ports. Oui. Il s'agit de ce procès. Il s'agit bien de ça. Oui. Mais pour nous, les Africains, ce qui nous intéresse, c'est la partie corruption des dirigeants africains et qui fait que beaucoup d'Africains considèrent aussi que M. Bolloré participe à ce que l'Afrique ne se développe pas. Non, la question qui se pose, il faut bien la regarder parce que si nous faisons une mauvaise lecture, nous allons croire que. Non. Les Français et les Italiens, ils sont bien pour faire de la corruption, pour gérer nos ports et s'en remplir les poches. Pour ça, ils sont tous d'accord. Mais ils ne sont pas d'accord que Bolloré les ait éjectés. Il s'agit de ce procès-là. D'accord. On n'a pas dit, Monsieur Bolloré, vous avez corrompu, donc vous passez au tribunal. Non. Monsieur Bolloré, vous avez éjecté l'Italien et vous avez éjecté. D'ailleurs, ceux qui portent plainte, c'est l'Italien et le Français. Hein. Oui, tout à fait. C'est eux qui portent plainte. Oui. Ce ne sont pas des Togolais, ce ne sont pas des Guinéens qui portent plainte. Mais c'est même pas une société guinéenne non plus. Ce n'est pas non plus une société guinéenne. C'est pas du tout ça. Nous sommes là en tant que simples spectateurs. Voilà. On est en train de regarder comment les coqs se bouffent entre eux. Sur nos terrains. Sur notre terrain. C'est ça qui est en train de se passer. Moi, j'aurais été autrement plus content si c'était une société togolaise qui avait porté plainte, si c'était une société guinéenne qui avait porté plainte. Mais peut-être qu'elles l'ont fait, et peut-être que ces plaintes ont été jugées irrecevables. Dans ce cas, il est mieux que ce soit un Français qui porte plainte, ou un Italien. Mais je dirais pas mieux, hein. Le mot mieux, on appelle sa place. C'est simplement que le tribunal français, quand il y a deux Français en conflit, c'est un tribunal français, il accepte, il est obligé d'accepter. D'accord. Et puis, cette histoire on s'entend pour qu'il n'y ait pas de procès et tout, on n'est pas en Amérique, on n'est pas dans le système anglo-saxon. Tout à fait. Où on passe des accords. On n'est pas là-dedans. On est dans le système français. Dans le système français, il y a une partie civile et il y a un procureur. Et en face d'eux, et tous les deux viennent devant le juge. Voilà. Et là, nous nous trouvons dans le cas où aussi bien la partie civile que le procureur sont français. Donc c'est un procès franco-français. C'est un procès franco-français. Nous n'avons pas à nous réjouir de cela. Nous n'avons pas à nous réjouir de cela. J'ajoute de se battre pour les intérêts africains qui viennent en France, ou en tout cas en Europe. D'accord. Il faut même ajouter. Ouais, il faut même ajouter que c'est même gênant pour nous, Africains, de voir que nos présidents se laissent corrompre facilement. Oui, si vous avez lu le livre écrit par l'ancien PDF, l'ancien directeur général de Delft, là, monsieur, comment on l'appelait là? Voilà. Lui, dans son livre, il dit que durant son exercice en Afrique, il n'a connu
qu'un seul président qui s'appelle Idriss Déby qui lui avait demandé de mettre l'argent qu'il voulait lui donner dans le trésor public. Et il était surpris de voir qu'un président africain lui demande de verser cet argent qui lui est destiné au trésor public. Et donc, on a des personnalités facilement corruptibles qui ne voient pas l'intérêt de la nation. Et finalement, comme disait M. Mawene, on voit deux coqs qui viennent se battre sur nos terrains et nous, on est là pour regarder, pour assister, alors que c'est nous qui favorisons cette corruption-là. C'est ça ce qui est dramatique. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce point-là. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On aura fait le tour de l'actualité. J'espère qu'on pourra la semaine prochaine parler d'autres choses, avoir d'autres sujets. Les Congolais réclament que nous, en plus de nos critiques, on fasse des propositions. Donc, il faudrait faire des propositions dans ce que nous pensons que l'Afrique ou le Congo peut gagner, peut améliorer. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, 18h30, à la même heure. Monsieur Gaïno, Monsieur Mawel, si vous voulez ajouter quelque chose ou conclure, c'est vous qui avez la parole et nous allons conclure cette émission. Je prends la parole pour dire tout simplement que merci, Cagus. C'est une bonne façon de faire les choses, de dire les choses, de dénoncer aussi les choses. C'est vrai qu'il va falloir faire des propositions, mais à qui? Mais néanmoins, c'est déjà bien quand même qu'on en parle, ce qui se passe dans notre pays, dans notre continent. Nous avons le droit d'en parler. Et il faut qu'on en parle, mais qu'on en prenne aussi conscience. Parce que le mal, il est tellement profond qu'il va falloir le guérir, ce trou de causer, comme disait Dacosta, qu'il a quitté le Congo parce que les médiocres étaient arrivés au pouvoir et il est revenu, je ne sais pas combien d'années après, il retrouve les mêmes médiocres. Ce n'est pas normal. On a besoin d'évoluer. Les pays, on peut prendre des exemples d'autres pays qui ont évolué très rapidement. On a des moyens, on a des cadres. Regardez le Congo aujourd'hui, les cadres qui sont en train de quitter le pays, qui fuient le pays parce que voilà, les médiocres sont là et qui se servent de l'arme pour terroriser la population. Et c'est bien qu'on en parle. Et pour ça, je pense que on devrait quand même reconnaître que ce travail-là, il est important. Et merci bien pour ce soir et merci pour ces débats. Merci, M. Gaïno, M. Mawel. Oui, monsieur, c'est très bien qu'on nous demande de faire des propositions, mais dans la discussion d'aujourd'hui, des propositions, on en a fait. Tout à fait, j'en ai beaucoup. On en a fait beaucoup. La première, c'est de demander à ce que l'on respecte tout simplement les institutions et les lois congolaises. Qu'on ne commence pas la campagne avant la date de la campagne. Si ça, ce n'est pas une proposition, c'en est une. Nous avons fait la proposition que l'on ne reste pas au pouvoir longtemps, que l'on puisse créer que ce soit une structure, que ce soit quoi, peu importe, Monsieur No a dit, mais il faut que nous puissions arriver à ce que, quand son mandat est fini, que l'on parte pour laisser aux autres la possibilité de ça aussi, c'est une proposition. Parce que, certes, c'est une critique de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est aussi une proposition parce que lui, il a dit qu'il fallait que l'on crée une institution pour gérer cette chose-là. Moi, je sais que dans les propositions que M. Ange-Edouard Pungi voulait faire aux Congolais en 2009, il avait prévu une haute autorité pour faire cette chose-là. Des personnes complètement neutres, pas comme M. Bouka, qui est en même temps d'un côté et de l'autre, mais des gens totalement indépendants et qui vont être capables de dire vous avez fait vos 2 mandats, c'est fini. Vous voulez changer la Constitution, non, nous ne la changeons pas. Il faut qu'il y ait ça, cette institution. Monsieur Ange-Edouard Pungi n'a pas pu aller plus loin puisque sa candidature avait été retoquée. Mais là, vous avez Monsieur Gaïno qui nous la repropose. Il s'agit d'une proposition. N'est-ce pas, Monsieur Ebelebe? Tout à fait. Mais
je peux continuer et trouver encore 2 autres Je choses. suis sûr que Mais vous allez trouver, mais on arrive à la fin de l'émission. Il faudra conclure. comme l'émission, on pourra en reparler la fois d'après, D'accord. mais les propositions, nous les faisons. Oui. Hein, chacun de nos Nos commentaires, chacune interventions, ouais. de nos interventions apporte des propositions, et ce qui sont pourtant assez claires. Mais peut-être que nous ne le disons pas suffisamment bien. Mais la prochaine fois, nous allons peut-être De répéter. Voilà. 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 Eh ben, je vais donc dire au revoir à M. Gaïno, au revoir à M. Merci. Belébé, et au Au revoir revoir et puis à samedi prochain. de Bassamedi Radio. D'accord. Et à Merci samedi Voilà, beaucoup, prochain. merci monsieur. bien, merci. Passez un bon Merci aux week-end et à auditeurs samedi aussi. prochain. À samedi. À samedi. Au revoir. Au revoir.